Donc cette table ronde s'intitule Réseau de chaleur froid levier de la transition énergétique. Alors peut-être en introduction, ces quelques éléments de pitch. Les réseaux de chaleur et de froid représentent une solution écologique pour répondre aux besoins en énergie thermique des bâtiments et des industries. Elles permettent de récupérer de la chaleur fatale produite des sites industriels ou de production d'énergie, et pas que, on verra qu'il y en a d'autres aussi. Ces réseaux permettent de réduire donc les émissions de gaz à effet de serre, et de plus, elles offrent une alternative rentable pour les utilisateurs, en leur évitant d'investir dans des équipements individuels coûteux. Et donc pour nous guider dans notre réflexion, nous avons trois intervenants avec nous. Nous allons d'abord commencer avec Julien. Bonjour, Julien Soro, responsable développement industrie et territoire chez Greenflex. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Nous avons à vos côtés donc Cédric Paulus, chef du labo des systèmes énergétiques au CEA. Bonjour. Bonjour. Et enfin Margot Pelletier. Bonjour, vous êtes cofondatrice d'Enerdrape. Vous allez nous expliquer un peu plus en détail ce que vous faites. Bien, ce que je vous propose peut-être, c'est de poser un peu le cadre de ce dont on parle, parce qu'on entend beaucoup parler, ou en tout cas on en entend parler, de réseaux de chaleur et de froid. Mais concrètement, ça veut dire quoi un réseau de chaleur et de froid? Peut-être vous, Cédric? Allez, je vais commencer l'introduction. Donc un réseau de chaleur et de froid, c'est donc un système qui va permettre d'alimenter des bâtiments. Donc ça peut être des bâtiments tertiaires, des bâtiments d'habitation, des bâtiments publics également, en chaleur ou également en froid dans certaines zones qui peuvent être adaptées. Et donc à partir d'un moyen de production centralisé d'énergie thermique, on va avoir un réseau de canalisation qui va distribuer cette chaleur ou ce froid vers les bâtiments et qui sont après eux ce qu'on appelle les secondaires au niveau des usagers. Merci. Oui, il y avait un peu de l'arsène, mais je pense que mon collègue à la technique l'avait vu. Merci. Donc peut-être qu'on a des exemples concrets. Donc ça me permet de faire la transition avec vous, Margot. Voilà, qu'est-ce que vous faites chez Enerdrape? Donnez un exemple concret de réseau de chaleur que vous déployez, par exemple, chaleur chaud-froid. Oui, alors nous, on a développé une technologie de géothermie sans forage. Donc en fait, on a développé des panneaux qui permettent de récupérer la chaleur dans des environnements souterrains, généralement construits. Donc on vient récupérer de la chaleur qui au final est là, inexploitée, souvent dans des environnements urbains, là où on a beaucoup de demandes. Et aujourd'hui, on déploie notre technologie typiquement dans des parkings, ça va pouvoir alimenter des bâtiments. Mais à terme, l'ambition et la technologie de base sur laquelle on travaillait à l'EPFL, c'était de développer ce type de technologie sur des réseaux urbains, sur des tunnels, où là on a énormément de surface en contact avec le sol. On a vraiment beaucoup de chaleur à récupérer qui pourrait alimenter à terme des réseaux basse température ou des réseaux de chaleur. Eh bien, Julien, je me tourne aussi vers vous. Est-ce que vous avez des exemples de technologies que vous utilisez également? Oui, parce que je dirais, pour compléter ce qui a été dit, c'est qu'un réseau de chaleur, c'est un tuyau, pour faire simple, qui connecte finalement des sources de chaleur et des consommateurs de chaleur à des échelles plus ou moins grandes, à des niveaux de température plus ou moins importantes selon les besoins et les sources. Donc, notamment la géothermie, on est souvent sur des températures plus faibles en distribution. Après, on peut relever les températures avec des packs. Et si je prenais quelques exemples, on est sur le territoire du Grand Lyon. Aujourd'hui, le Grand Lyon est doté de plus de 5 réseaux de chaleur, dont le gros réseau Centre Métropole, qui est un gros réseau de chaleur qui alimente, alors je ne sais pas combien d'équivalents logements, mais qui pour moi doit au moins, on va dire, un bon tiers de la ville, qui est sur un réseau qui fonctionne notamment avec de la biomasse, de la récupération sur du déchet, l'usine d'incinération. Mais on peut aller, et c'est ce qu'on fait chez Greenflex, mais qui illustre aussi ces réseaux de chaleur, aller chercher des chaleurs dites fatales chez des industriels pour aller les valoriser sur des températures, on va dire, moins nobles pour un industriel dans des réseaux urbains. Donc ça peut être du 90 degrés. Donc voilà. Voilà ce que c'est un peu un réseau de chaleur. Donc c'est pas forcément quelque chose de révolutionnaire. Et je ferais peut-être la différence avec le réseau électrique, où finalement l'électricité se transporte beaucoup plus facilement. Les réseaux de chaleur, on est quand même sur quelque chose de territorialisé, sur un ancrage territorial, sur vraiment mettre en connexion des sources et des consommations dans un environnement assez restreint. On ne peut pas traverser la France. Donc ça nécessite d'avoir une approche vraiment spécifique en fonction des sources disponibles et des besoins. Voilà, pour les connecter.
Alors, du coup, je vais vous poser une question, mais un peu de profane, mais qui mérite d'être posée. Ça semble évident, justement, que les réseaux de chaleur et de froid sont un levier fort de la transition énergétique, une solution, justement, pour atteindre les enjeux qu'on se fixe sur ces questions-là. Mais pourquoi, de vos regards d'experts, pourquoi, justement, les réseaux de chaleur et de froid sont un levier, sont une solution pour mettre en œuvre la transition énergétique? Cédric. Allez, je peux démarrer. Du coup, effectivement, donc si on veut contribuer à la décarbonation finalement de notre économie et puis il y a toujours du Larsen. Et du coup, on est obligé de mobiliser massivement des énergies renouvelables et on se rend compte que dans des zones urbaines denses, c'est compliqué de faire de la mobilisation locale, individuelle. Et du coup, les réseaux de chaleur peuvent permettre effectivement de mobiliser massivement des énergies renouvelables pour les ramener dans des zones urbaines denses où c'est compliqué, effectivement, des fois d'utiliser de manière individuelle des sondes géothermiques ou d'utiliser de manière individuelle une petite chaudière biomasse. Et on va pouvoir effectivement avoir des systèmes qui sont, au niveau des moyens de production, beaucoup plus efficaces, d'aller vers de la récupération de chaleur fatale à des endroits au niveau d'industriel ou autres et pouvoir la revaloriser pour d'autres. Donc c'est vraiment un moyen qui permet de récupérer massivement d'énergie, de mobiliser beaucoup d'énergie renouvelable pour les distribuer dans des zones plutôt denses. Margot, en complément ou... Oui, pour complémenter, il y a vraiment ce côté de synergie à mettre en place. On va avoir des environnements ou des bâtiments qui, typiquement les industriels vont être sont consommateurs d'énergie, mais sont aussi producteurs d'énergie, qui vont être à proximité, d'écoles ou de résidentiels, qui ont un déphasage aussi au niveau de la consommation. Et on voit qu'en mettant en réseau et en mélangeant un petit peu tous ces acteurs, on arrive vraiment à alimenter et à avoir des synergies vraiment au niveau des productions et des consommations. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui manque, surtout dans les zones urbaines, où on a vraiment plein de petits bâtiments ou plein de différents points de consommation différents. Et là, le réseau de chaleur ou de froid peut vraiment avoir une importance clé. Et ça, je pense que Julien peut aussi ajouter sur ça. Mais... Julien, du coup. Oui, non, mais complètement. Et par rapport à ce que disait Cédric, je dirais qu'il y a aussi le niveau capitalistique. Au-delà de connecter finalement des usages qui n'ont pas la possibilité de mettre une solution, on va dire, d'énergie renouvelable, les solutions efficientes, etc. Et là où il y a de la ressource, nécessite aussi de mobiliser du capital. Donc ça permet aussi finalement d'amortir différemment et mieux les installations. Enfin, je donne l'exemple, nous on travaille sur un gros projet qui est en cours de réalisation où c'est la raffinerie, on entend beaucoup parler de Total Énergie, blablabla, mais la raffinerie de Normandie qui va alimenter donc la ville du Havre, qui a un réseau de chaleur. Une raffinerie, elle utilise énormément de vapeur et donc finalement de l'eau chaude c'est vraiment un déchet pour elle, et donc elle vient connecter finalement ce déchet qu'elle a envoyé aux petits oiseaux, pour faire simple, directement dans le réseau de chaleur de la ville du Havre, ce qui leur évite de mettre une énième chaufferie biomasse, qui est certes une solution, mais pas pour tout, parce que la biomasse, le bois, ça se raréfie, ça émet aussi des particules fines, donc ça génère aussi des tensions sur la ressource. Voilà, c'est un exemple. Donc oui, non, pour compléter, voilà, c'est un levier et surtout c'est un levier. Et là, je le dis pour les politiques qui ont l'impression d'être un petit peu impuissants par rapport au sujet de la transition énergétique. C'est surtout un levier qui est dans les mains des politiques locales, parce que, comme on l'a dit, ça nécessite de mettre en place une synergie entre différents acteurs. C'est une compétence aujourd'hui qui est communale ou métropolitaine. Et que faire discuter soit des industriels avec des habitants et puis planifier la ville de demain, c'est aussi leur rôle. Donc c'est vrai que c'est un beau vecteur et ça permet de faire des beaux projets de transition énergétique. Cédric, vous voulez compléter ? Oui, je voulais compléter, effectivement. Et le réseau de chaleur, c'est aussi quelque chose qui permet d'évoluer avec l'avenir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a développé un réseau dans sa ville, donc c'est ce qui permet, comme tu disais tout à l'heure, Julien, de connecter les producteurs aux consommateurs. Et du coup, c'est un outil qui va permettre d'évoluer en fonction des évolutions technologiques qui vont arriver. Quand on prend l'historique un petit peu, les premiers réseaux de chaleur sont développés après la Seconde Guerre mondiale, ou même entre les deux guerres. C'était historiquement du charbon.
Ensuite, on a évolué vers du fioul. Après, on est passé vers de la biomasse. Maintenant, on intègre du solaire, de la géothermie. Et donc, c'est-à-dire en fonction des innovations technologiques qui arrivent, et ben, du coup, le réseau de chaleur permet d'évoluer aussi avec ça. Après, autre chose, quand on se rend compte, quand j'ai mobilisé massivement au niveau des moyens de production, mais c'est aussi changer rapidement et massivement au niveau des usagers. C'est-à-dire quand vous avez des copros, une qui est raccordée, chacun a sa petite chaudière individuelle au gaz chez lui, l'autre des convecteurs électriques. Si on se rend compte qu'il y a des centaines de milliers de logements dans une ville, il faut aller mobiliser chaque copropriété, leur dire voilà, changez votre chaudière gaz pour passer à autre chose. S'ils sont accordés au réseau de chaleur, c'est une décision politique. On dit à un moment, on choisit de faire évoluer d'une chaudière gaz centralisée vers une chaudière biomasse centralisée et on passe directement 100 000 logements du gaz vers la biomasse. Et donc c'est assez rapide aussi une fois derrière pour faire évoluer effectivement le mix énergétique une fois que le réseau a été développé. Alors, c'est vrai que là, on parle des enjeux, on les a bien compris. On a un peu évoqué justement la question des freins. Enfin, Julien, vous en avez dit quelques mots. Je me rappelle qu'on avait préparé cette table ronde. Une des questions que je vous posais, c'est que ça paraît tellement évident que justement les réseaux de chaleur et de froid sont une solution à la transition énergétique, que pourquoi est-ce que ça ne se déploie pas plus massivement? C'est quoi les freins que vous identifiez? Donc, il y a des freins que vous allez évoquer. Je vous en prie. Margot. Il y a un des freins, c'est qui revient aussi à la question de politique, c'est la gouvernance. Comme le disait Julien, on a différents types d'acteurs. On va avoir des institutions publiques, des privés, des institutions publiques, privées. Il faut avoir aussi donc nous, en Suisse, on appelle ça un contracteur énergétique. Donc je ne suis pas sûre que ce soit le terme exact en France. Mais il y a aussi la population, les citoyens, qui peuvent aussi s'opposer selon comment. Donc cette question de gouvernance, c'est difficile à mettre en place. Et surtout, comme on est à l'échelle territoriale, ça se fait au cas par cas. Et c'est vrai que je pense qu'on a été mal habitués pendant des années à pouvoir répéter la même solution plus ou moins partout, qui marchait tout le temps. Et maintenant, on est face à... Il faut se creuser un petit peu plus la tête pour développer des réseaux de chaleur, encore plus pour développer des réseaux sur base d'énergie renouvelable. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, c'est encore un frein dans le secteur, même s'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Donc ça reste un gros frein, malheureusement. Julien. Oui, pour compléter, alors je pense qu'il y a différentes choses. Il y a peut-être les réseaux un peu de nouvelle génération qui appellent à des modèles économiques et un petit peu différents et aussi des portages de gouvernance qui peuvent être publics, privés ou que privés. Ce qui est en tout cas la spécificité de la France qui a développé un modèle avec une compétence qui est finalement portée par le public, c'est-à-dire la livraison de chaleur, c'est une compétence aujourd'hui publique. En tout cas, si c'est un réseau qui passe sur le domaine public, à partir du moment où il y a 2 abonnés. Là, il y a des modèles qui sont très clairs et très clairement établis sur des modèles plutôt de concession. Hein. Donc, c'est des contrats longue durée. Il y a 3 majors et puis deux petits derniers qui exercent ce genre de contrat. C'est assez rodé. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de collectivités. Alors, ça a été beaucoup favorisé par l'ADEME. Pour des études, pour identifier des nouveaux potentiels pour faire de nouveaux réseaux. Ça s'est beaucoup développé dans les petites villes, les communes rurales. Pour ce qui est des très gros réseaux, il y a beaucoup de grosses collectivités qui en ont déjà des réseaux. Donc aujourd'hui, ce sont des stratégies d'étendre, de développer ces réseaux, de faire évoluer plus rapidement les mix. Après, il y a des villes qui sont courageuses, qui décident de développer des gros réseaux de zéro. Alors Lyon, c'en est une, puisqu'il y a un gros réseau qui est aujourd'hui en consultation. Sur le sud-ouest lyonnais, on parle de 30 km qui va être développé en 2 ans. Donc ça peut se faire rapidement. Rapidement, tout est relatif. 2 ans entre le moment où on va signer, la collectivité va signer et les premiers raccordés. Mais c'est comme des infrastructures lourdes, donc c'est 30 km. Donc la gouvernance, elle est assez simple. À partir du moment où vous avez le modèle, où c'est la collectivité qui décide de faire, vous avez des outils pour financer aujourd'hui avec le fonds chaleur. Vous avez des obligations possibles, des obligations de raccordement qui sont prévues par la collectivité. Vous avez des aides avec les C2E pour aider au raccordement des copropriétés notamment. Donc il y a beaucoup d'outils. Après, la question qui se pose, c'est pour développer un réseau, on a les outils. Après, pour faire intelligemment, c'est plus compliqué. Et j'en parle parce que nous, on travaille beaucoup sur essayer de mettre en connexion. Et là,
le monde industriel et les collectivités pour essayer de se dire, en fait, il y a une industrie pas loin, pourquoi on ne pourrait pas plugger finalement cette énergie fatale industrielle sur le réseau de chaleur? Et là, c'est plus compliqué parce que vous faites rentrer un nouveau producteur qui n'était pas prévu au début sur un contrat de concession de 20 ans, donc il faut renégocier des avenants, il faut aligner des planètes entre aujourd'hui un industriel qui a une propre problématique déjà d'essayer d'optimiser son propre process aujourd'hui. Et puis, s'il décide de repartir sur une production renouvelable, lui, il a besoin d'une solution pour dans 2 ans. Il ne va pas attendre 5 ans. C'est trop long pour lui. Donc après, il faut essayer d'aligner les calendriers. Et c'est là où c'est souvent plus difficile, je dirais, de faire intelligemment, rapidement, ensemble. C'est ça qui est plus dur. Donc c'est un changement de mentalité, de paradigme à opérer pour qu'on se mette tous un peu sur la même longueur d'onde. Le dialogue public-privé, il n'est pas... c'est 2 mondes très différents. Ouais. Je ne sais pas si, Cédric, vous aussi, vous identifiez d'autres freins et d'autres leviers au regard de votre vision d'ingénieur. Non, mais je veux dire, finalement, les freins ne sont pas tant au niveau de la vision d'ingénieur. Je veux dire, technologiquement, les solutions existent déjà. On peut améliorer les choses, encore développer des nouveaux moyens de production ou d'être encore plus efficient. Mais pour la base, tout existe déjà. Donc j'ai l'impression, c'est beaucoup une volonté aussi politique de planification, de savoir que ça existe, de dire, voilà, je vais développer un réseau de chaleur dans ma ville. Je vais pouvoir mettre ce service après auprès des usagers de ma collectivité pour qu'ils puissent se raccorder. Et après, finalement, le grand public, il ne connaît pas aussi. En fait, tout le monde a l'électricité chez soi. Le gaz, c'est connu. Il y a des grands acteurs nationaux et finalement qui font de la promotion auprès du grand public. Si vous voulez savoir si quelqu'un est chauffé au réseau de chaleur, vous allez lui demander, vous êtes chauffé à quoi? Et puis il dira, je ne sais pas. Et ça veut dire qu'il est chauffé au réseau de chaleur, c'est qu'il n'a pas de chaudière à gaz chez lui ou il n'a pas de convecteur électrique. Et donc finalement, c'est pas très connu aussi, tant des usagers finaux que de certaines collectivités, de se dire, voilà, c'est à nous d'être acteurs pour développer notre réseau de chaleur et fournir ce service après aux personnes qui font partie de notre collectivité. Mais est-ce que ça veut dire que l'usager a un rôle à jouer justement dans cette transformation et dans ce changement de paradigme? Par exemple, je rebondis sur ce qu'on disait en préparation, Margot, parce que vous venez de Suisse en l'occurrence, et comment ça se passe en Suisse par rapport à la France? Et vous mettiez notamment en avant l'importance de la participation citoyenne. Alors c'est vrai que la participation citoyenne, elle est plus développée en Suisse qu'en France. Donc après, ça va dans les deux sens. Hein. Les citoyens peuvent proposer des choses. Après, en Suisse, on ne va pas proposer un réseau de chaleur, par exemple. C'est plutôt dans l'autre sens, où s'il y a un réseau de chaleur qui se développe, il peut y avoir des oppositions ou des choses comme ça qui vont se mettre en place. Donc là, le dialogue avec les citoyens devient essentiel. Et le fait de leur donner les outils, les bonnes informations, qu'ils soient au courant, c'est aussi essentiel. Et on voit que c'est souvent la grande différence entre un réseau qui se développe ou un réseau qui ne se développe pas. C'est vraiment par rapport à ces citoyens, est-ce qu'ils sont au courant, est-ce qu'ils sont prêts à se raccorder. Et typiquement, en Suisse, la façon dont ça marche, généralement, pour le développement d'un réseau de chaleur, alors souvent c'est des acteurs semi-privés, semi-publics qui vont mettre en place le réseau en collaboration avec la commune. Ils vont eux-mêmes taper à la porte de chaque potentiel consommateur. Ils vont d'abord convaincre tous les consommateurs de se raccorder au réseau et après ils vont entre guillemets réfléchir à ok, maintenant il faut que je trouve les sources, il faut que je développe mon réseau, mais ils vont d'abord chercher le levier des citoyens et des consommateurs pour apporter le projet à la commune. Donc on voit que c'est pas tout à fait la même vision. Et en Suisse, il y a énormément de réseaux de chaleur. Alors pas forcément à la même échelle qu'ici en France, parce qu'on est aussi sur des territorialités qui ne sont pas dans les mêmes dimensions. Mais il y en a énormément qui sont développés dans les villes. Et je pense que ce dialogue et ce pouvoir, entre guillemets, qu'on donne aux citoyens est essentiel pour faire qu'un projet va de l'avant et surtout pour faire qu'un projet fasse sens, autant au niveau politique, économique que technique au final. Et juste parmi les freins, on n'a pas évoqué celui du frein financier. Julien, vous parliez effectivement de la prime chaleur de l'ADEME, mais est-ce que ce frein, vous le constatez aussi dans les projets que vous développez? Est-ce que c'est quand même des gros déploiements de réseaux qui tout le monde n'est pas prêt à le porter? Et si oui, quel levier est-ce qu'on aurait au-delà de la prime chaleur?
Non, mais toute installation énergétique a un coût. Alors c'est sûr que quand vous essayez de convaincre une copropriété qui a changé sa chaudière il y a 5 ans de s'y raccorder alors que l'installation n'est pas amortie, c'est plus compliqué. Après, à un moment donné, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Moi, sur ma propre copropriété, j'ai été sollicité par Dalkia pour le Grand Lyon. Et le reste à charge, il est, avec toutes les aides, il est presque de zéro. Après, vous avez une tarification. Je pense que la difficulté, je ne sais pas comment ça marche dans d'autres pays, mais même moi, en tant que, entre guillemets, expert du sujet, je trouve ça assez complexe, les indexations, les prix, etc. Les R1, les R2, les R2.4, etc. Pour un habitant d'un logement raccordé à un réseau de chaleur, c'est incompréhensible. La tarification, c'est une part fixe, part variable, etc. Mais c'est pas forcément aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui l'énergie est chère. Je pense qu'on est rentré vraiment dans une ère d'énergie chère. Là, on parle d'énergie renouvelable, décarbonée. En 2028, je suis pas un expert, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un nouveau train d'accélération, en tout cas sur l'augmentation des taxes. Alors, je sais pas si c'est directement sur le CO2 ou sur la consommation de gaz, mais en gros, tous ceux qui sont aux chaudières à gaz, ils vont encore prendre un coup là-dessus. Donc, à un moment donné, il faut aussi se projeter dans l'avenir. Donc, voilà, l'énergie est chère. Je pense que le réseau de chaleur est une solution compétitive à ce regard-là. Et voilà. Margot. Ouais, peut-être juste pour rebondir par rapport à la vision de l'avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, développer un réseau, ça coûte cher. Ça, c'est indéniable. En plus d'y mettre des énergies renouvelables, ça coûte encore plus cher. Mais pour reprendre ce que disait Cédric au début aussi, aujourd'hui, il y a des réseaux, par exemple. Donc nous, on est basé pas loin de l'EPFL à Lausanne. Le chauffage à distance de Lausanne, qui aujourd'hui marche principalement grâce à l'usine d'incinération, à la base, c'est un chauffage à distance qui a été développé uniquement pour l'hôpital, c'était de la vapeur d'eau. Et ce chauffage à distance, il a 70 ans. Il a 70 ans. Et au final, un réseau, c'est un tuyau. Et les innovations technologiques, etc., permettent de changer le mix énergétique, permettent de changer les sources. Mais en soi, le réseau, il peut être là. Donc oui, on va investir beaucoup, mais on va investir dans une infrastructure qui ne va pas être là pendant 10, 15 ans, 20 ans, qui va être là pendant 50, si ce n'est plus. Et je pense que ça, il faut aussi se le mettre en tête. On n'est pas en train d'investir dans notre chaudière à gaz qu'on va changer dans 20 ans. On est en train d'investir dans quelque chose qui va beaucoup plus loin dans l'avenir aussi. Qui va être pérenne, ouais. Cédric. Ouais, c'était pour revenir un petit peu sur la question de prix vis-à-vis des freins. Alors c'est vrai, ce qu'il faut regarder, c'est au niveau des personnes qui vont se raccorder, il faut comparer ce qui est comparable aussi après. Souvent, quand on se raccorde à un réseau de chaleur, on va payer un abonnement, comme tu dis, il y a le R1, R2. Donc en fait, il y a une partie qui amortit le capital des moyens de production, de l'échangeur de sous-station aussi, puis après la partie consommation énergétique. Et en gros, quand une copropriété veut se raccorder au gaz, après, elle a à investir dans sa chaudière gaz qu'elle va devoir renouveler au bout de 15 ans ou 20 ans. Là, le réseau de chaleur, il va toujours payer pareil au bout de 15 ans ou 20 ans. Il ne va pas avoir une facture en plus. Tiens, il faut raccorder un nouveau truc. Donc, même si ça peut paraître des fois un petit peu plus cher, l'abonnement ou autre, mais c'est quelque chose qui se regarde sur le long terme. Mais à un moment, il n'y a pas une grosse dépense à faire. Après aussi, quand on part sur un réseau de chaleur, c'est finalement l'avantage aussi du réseau de chaleur, c'est que c'est pas qu'une seule énergie qui est raccordée dessus par rapport à une installation individuelle. On va se connecter souvent soit au gaz, soit à l'électricité, soit un truc. Il y a plusieurs énergies dessus, donc il y a un mix. On va pouvoir justement jouer en fonction des prix également pour avoir un prix beaucoup plus stable de l'énergie. Et quand on regarde avec l'augmentation du prix des énergies là, ces dernières années, finalement sur les réseaux de chaleur, ça a été largement amorti par rapport aux autres énergies. Et je reprends un exemple. J'ai travaillé il y a une dizaine d'années avec le réseau de chaleur, je crois, c'était à Ponce. Et du coup, on regardait avec eux. Ils avaient une installation chaudière gaz. Et puis, ils se sont dit, tiens, on va passer sur de la biomasse. Et puis, ils se sont dit, il faudrait qu'on fasse des choses un petit peu. Ce serait dommage. La biomasse, ça ne marche pas trop l'été. On est obligé de l'arrêter. En été, il y a du soleil. On dit, tiens, on a des solutions un peu innovantes qu'on pourrait chercher à mettre en place. On a commencé à travailler pour développer des grandes installations solaires thermiques pour accorder sur des réseaux de chaleur. Ils ont été assez convaincus par ça, donc c'était il y a une dizaine d'années, le temps que ça aboutisse. Finalement, ils l'ont mis en route, ils ont continué le projet, ils l'ont développé. Il y a une forte volonté politique locale de développer ça. Au début, c'était peut-être pas trop rentable, c'était plutôt à 40 € le mégawattheure par rapport à du 20 € du mégawattheure, le prix d'achat du gaz. Ils l'ont mis en route il y a 2 ans. Il y a eu l'augmentation du prix du gaz qui a explosé.
Et du coup, il m'a rappelé l'année dernière, il m'a dit merci, finalement, là, ils sont beaucoup moins chers que les autres. Et finalement, c'est juste parce qu'ils avaient regardé déjà un petit peu en avance et de se dire d'aller vers des solutions souvent qui peuvent être en énergie renouvelable beaucoup plus capitalistiques. Mais après, derrière, en OPEX, il n'y a quasiment plus rien. Donc, c'est-à-dire qu'on a un prix stable de l'énergie sur 20 ans. Allez voir n'importe quel opérateur de réseau énergétique et dites-lui garantissez-moi votre prix sur 20 ans. Non, au pire, on fait un tarif sur 1 an ou 2 ans. L'opérateur du réseau de chaleur, ça va être beaucoup plus amorti. Et certaines solutions, biomasse, géothermie, solaire, chair fatale, c'est beaucoup de CAPEX et pas beaucoup d'OPEX. Donc on a un prix qui est quand même beaucoup plus stable. Donc ça, c'est un avantage. C'est intéressant. Alors juste avant de faire un tour de questions, j'aurais une dernière question, parce qu'on commençait à parler de l'avenir, etc., sur les perspectives de développement des réseaux de chaleur. Donc on l'a dit, la technologie n'est pas nouvelle, mais qu'il y a peut-être des marges d'optimisation, d'amélioration, notamment d'un point de vue technologique. Et notamment, on parlait tout à l'heure de réseaux de 5e génération. Au niveau technologique, Cédric, il y a quoi comme nouvelle technologie, entre guillemets, qui peut sortir? Enfin, nouvelle. Alors du coup, effectivement, je parlais de réseau 5G. Alors ça, c'est un petit peu ce qui est développé dans les réseaux de chaleur vu qu'on n'est pas trop connu par rapport au réseau d'électricité, au réseau de gaz, au réseau de téléphonie, on s'est dit on va utiliser les mêmes termes, 1G, 2G, 4G, 5G, ça fait bien, les gens comprennent, ils s'intéressent. Au pire, ils se trompent, ils viennent voir la conférence, je pensais voir un truc sur les nouveaux réseaux de téléphonie, et puis non, c'est le réseau de chaleur, puis après, finalement, ça les intéresse. Donc, finalement, c'est pour prendre un peu les différentes générations qui ont évolué entre le début des développements dans les années 30 des réseaux de chaleur, où c'était vraiment des réseaux très haute température, avec de la vapeur, historiquement comme le réseau qui s'est développé à Paris. Ensuite, on est passé sur des réseaux en eau surchauffée, donc c'est des réseaux qui fonctionnent plutôt à 180 degrés. Après, on est passé sur des réseaux plutôt basse température avec de l'eau classique, plutôt 100, 110 degrés. Après réseau de 4G, on est plutôt sur des réseaux un petit peu plus basse température, on est plutôt sur du 70 degrés, 65 degrés. Et puis là, quand on parle de réseau 5G, c'est des réseaux qui sont, on appelle des fois boucles d'énergie ou autre, ou boucles d'eau tempérée, qui sont des réseaux qui vont fonctionner plutôt entre 20 et 40 degrés. Et ils ne vont pas pouvoir satisfaire directement les usagers, mais du coup, il va y avoir derrière une relève terminale de chaud, où l'intérêt, c'est qu'on peut faire également du froid à ce moment-là, et en fonction des gens qui peuvent avoir un besoin de chaud à un moment et d'autres un besoin de froid, et de mutualiser les rejets de chaud ou de froid de l'autre pour satisfaire les besoins d'autres. Et donc, on évolue petit à petit comme ça vers ces différentes technologies de réseau, donc ça peut se faire petit à petit. Des réseaux de 5G, on ne peut pas rétrofiter des anciens pour les faire passer de 5G, c'est plutôt sur des nouvelles opérations. Par contre, des réseaux qui étaient en eau surchauffée, on peut travailler petit à petit, c'est long parce que du coup, il faut travailler avec finalement ce qui va imposer un peu le niveau de température, c'est les abonnés finaux. Et si finalement on ne lui satisfait pas le bon niveau de température, il ne pourra pas se chauffer. Et donc du coup, il faut déjà rétrofiter, adapter les usagers au bon niveau de température et après réadapter les réseaux. Et pour tout ça, après, il y a plein d'innovations à faire, alors, notamment au niveau de tout ce qui est conception, dimensionnement des réseaux, travailler sur des outils qui permettent de mieux dimensionner ces tuyaux, de faire des choses plus en dynamique, de travailler sur des outils de pilotage après également de tout ça. Donc nous, on a travaillé pendant pas mal d'années ça avec des grands opérateurs de réseaux, avec la compagnie de chauffage de Grenoble, avec le réseau de Metz, qui sont les deux, font partie des 2 plus grands réseaux en France. Et là, du coup, on a des innovations qu'on a développées, elles vont émerger. Il y a une start-up qui va se créer, qui s'appelle District Lab, sur ces thématiques-là, pour fournir une solution logicielle qui permettra aux bureaux d'études de mieux concevoir leur réseau. Et après, on a plein d'innovations à faire au niveau des moyens de production, des moyens de stockage. L'important, peut-être on ne l'a pas assez mentionné aussi, alors ça peut être un inconvénient des fois dans les réseaux, c'est l'inertie des réseaux de chaleur, mais finalement c'est un avantage aussi. Derrière, on va pouvoir mieux stocker de l'énergie dans le réseau. Le stockage sous forme d'énergie thermique, ça se fait mieux que sous forme d'électricité ou d'hydrogène, ça coûte moins cher. Et donc un enjeu aussi également important, c'est l'interconnexion des réseaux. Et derrière, il ne faut pas se dire, être en concurrence entre le réseau d'électricité, le réseau de gaz, le réseau de chaleur. Non, à certains endroits, c'est plus pertinent de développer le réseau de chaleur. À d'autres, c'est le réseau d'électricité, à d'autres, c'est le réseau de gaz. Et c'est finalement l'interconnexion entre les réseaux, c'est des convertisseurs qui vont permettre de passer de l'électricité vers la chaleur, du gaz vers la chaleur, ou de la chaleur de stocker pour l'utiliser de manière ultérieurement. Et c'est toute cette flexibilité qui est apportée par l'interconnexion des réseaux. Il faut plutôt chercher à travailler ensemble. Et c'est ça, je pense, effectivement, l'avantage du réseau de chaleur, c'est un peu, finalement, les solutions de stockage et d'inertie qu'il peut apporter également. Donc à la fois développer les synergies d'un point de vue technologique et aussi entre acteurs, c'est ce qu'on se disait. Je ne sais pas, Julien et Margot, si vous, quand on se projette, les perspectives de votre point de vue. Non, enfin moi, merci pour la définition des différentes générations. Moi, ce que je dirais sur la 5e génération, c'est que finalement, des consommateurs peuvent devenir des producteurs ou que des
points de production se retrouvent à différents endroits dans les réseaux. Donc c'est vrai qu'on arrive aussi dans une plus grosse complexité du pilotage de la production, c'est une chose. Et deux, comment on essaye de mieux valoriser finalement l'inertie des systèmes, à la fois l'inertie du réseau en tant que réseau de développement, de stockage et de développement de l'énergie en son sein qui prend son temps. C'est aussi l'inertie côté client de la demande. Il faut savoir qu'en fonction du type de bâtiment ou d'usage que vous allez avoir, finalement, votre besoin il est, par rapport notamment à la pointe, parce que ces réseaux sont quand même aussi comme le réseau électrique, puisque la majorité de son usage c'est pour du chauffage. Là où il va consommer le plus, c'est la pointe du matin, et donc il y a aussi un fort sujet d'aller chercher ou de limiter la consommation d'énergie fossile lors de la pointe. Et c'est comment aujourd'hui on peut mieux lisser la pointe, c'est comment on peut mieux piloter les usages ou mieux maîtriser les différentes inerties des usages pour finalement abaisser cette pointe et donc consommer le moins de gaz possible ou d'énergie fossile. Donc il y a vraiment un enjeu finalement pour moi aussi entre guillemets de cette nouvelle génération, finalement de meilleure connaissance de ce qui se passe côté client. Et ça paraît tout con parce qu'une sous-station c'est assez basique comme truc, mais quand vous voyez que quand même la majorité des sous-stations de réseau de chaleur aujourd'hui sont pas équipées de systèmes communiquant avec la centrale, on hallucine. C'est-à-dire qu'en fait finalement le concessionnaire il pilote à vue de nez sur ce qui se passe sur son réseau, il ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, alors qu'on peut rajouter des trucs assez simples maintenant en pilotage, en sous-station, pour comprendre un petit peu ce qui se passe côté client, ou au moins secondaire. Voilà. Donc là, il y a un enjeu fort d'amélioration. Puis le dernier truc que je dirais, c'est un truc un peu techno, mais pas si techno que ça, c'est l'amélioration des températures de retour, finalement, de tous les clients, parce que la performance, elle va aussi être là. Et là, on en vient sur la spécificité un peu française, où vous avez une forte déconnexion entre ce qu'on appelle le primaire, le réseau qui passe dans la rue, on va dire, et puis le secondaire, c'est le réseau qui passe dans la colonne de l'immeuble ou chez l'usager, quelque part. Et en fait, on lui donne une température à 90 degrés. Si vous redonne de l'eau à 85 degrés, vous n'avez pas essayé de puiser le maximum d'énergie sur ce réseau. Et or, finalement, la capacité d'un réseau à distribuer de l'énergie, c'est pour faire simple, c'est de la puissance, c'est un débit fois une différence de température. Donc finalement, si vous utilisez assez peu de la température de ce que vous prenez, vous limitez la possibilité de développer ce réseau, de raccorder d'autres clients. Donc en fait, il y a un fort sujet à travailler là-dessus. Et le fait que ce sont souvent deux opérateurs économiques différents fait qu'en France, c'est compliqué. Margot, votre avis sur la perspective ? Ouais, je pense que c'est un point pertinent, c'est qu'il y a vraiment cette dissociation entre le consommateur et le producteur. On voit que dans certains cas, ça peut être les deux. Puis aujourd'hui, il faut optimiser et mieux comprendre comment marche l'un et comment marche l'autre. Et puis, par exemple, pour les températures de retour, maintenant, il y a des projets où on fait des sous-boucles de sous-boucles pour essayer de pallier à ça et de puiser au maximum. On appelle ça les réseaux en cascade pour essayer de puiser au maximum la puissance et les températures. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Mais c'est toujours pareil, c'est qu'il faut savoir que le consommateur, il va pas consommer comme on l'avait prévu. Et il y a aussi l'enjeu de... je pense que tu en parlais juste avant, quand on était ensemble, il y a aussi l'enjeu de la planification. Aujourd'hui, un industriel, c'est un producteur. L'industriel se délocalise part autre part. Qu'est-ce qu'on fait ? Il nous manque une source. Donc il y a aussi cet enjeu-là qui est un défi, mais en soi qui n'est pas insurmontable. C'est des choses qu'il faut prendre en compte, surtout sur ce type de réseau qu'on va avoir sur le long terme. Et là, je pense que l'optimisation, les données, il y a plein d'outils. Au final, les outils, les technologies et les connaissances, elles sont toutes là. Aujourd'hui, il faut juste bien construire le puzzle au final. C'est intéressant, justement, il y a une table ronde sur l'intégration des ENR dans les bâtiments, notamment. Il y avait un acteur comme Enedis et GRDF sur les données qu'ils fournissent pour justement affiner et optimiser justement ce qu'on est en train de décrire. C'est un rôle très important, justement pour savoir comment ça se passe côté utilisateur. Bien, comme j'aime à dire souvent, l'événement est avant tout fait pour vous. On a beaucoup parlé, maintenant je vous propose que ce soit à vous. Donc n'hésitez pas à lever la main bien haut, on vous apportera un micro. Et comme à chaque fois, il faut que quelqu'un se lance. Ah, je vous sens prêt, non ? Non, oui, non. Vous prépariez la main, non ? Ah d'accord, je ne savais pas. Non, pardon, c'est la dame. Si vous voulez réagir peut-être ou madame, alors, je vous en prie. Non, madame, et alors, si vous voulez, on se donne une petite règle, juste vous présenter, voilà, qu'on sache quel acteur vous êtes. Voilà. Bonjour.
D'accord, ça marche, oui. Je m'appelle Sophie Cazenave, je suis responsable de tout ce qui est affaires réglementaires chez Strive by STX. Et en fait, on est trader de garantie d'origine et de commodité environnementale. J'ai une question. Dans certains pays, notamment les pays nordiques, il existe des garanties d'origine, justement, chaleur, au réseau chaleur, réseau froid, qui permet d'une part aux gestionnaires, par exemple, de bâtiments, de centres commerciaux, de prouver qu'elles utilisent de la chaleur d'origine renouvelable, par exemple, quand elles font leur bilan carbone. Ça permet aussi, j'imagine, de financer la personne qui construit le réseau ou qui gère le réseau. Je ne sais pas du tout, ça existe en France, c'est des choses dont on parle, je ne sais pas du tout où on en est là-dessus. Oui, Julien, je t'en prie. Oui, alors en France, c'est très normé. C'est très normé parce qu'en effet, maintenant, alors plus en France, on passe dans l'ère de la construction carbone, où finalement, dans la réglementation aussi de construction, on doit prendre en compte le carbone. Donc en fait, aujourd'hui, il y a des décrets. Chaque réseau doit déclarer finalement son... Alors, on déclare tout en carbone. Donc c'est finalement le contenu carbone du réseau par mégawattheure livré. Donc ça, c'est paru par décret chaque année. Donc vous êtes en capacité de savoir sur votre réseau quel est le grammage de CO2. Donc oui. Alors, en tant que client, si ça ne vous suffit pas, vous êtes raccordé au réseau de chaleur, ça ne vous suffit pas, à vous de voir comment vous compensez autrement. Et après, le producteur, enfin le distributeur de chaleur, il a des obligations, soit vis-à-vis de ses clients directement, soit dans le cadre d'une concession. S'il n'arrive pas au résultat, à lui de se débrouiller. Donc, voilà. Parce que souvent, les financements... j'ai un doute. Les financements chaleur, c'était beaucoup sur un pourcentage d'énergie renouvelable, pas forcément un grammage de CO2. Alors maintenant, c'est peut-être en train de changer. Mais si vous n'êtes pas au résultat, par contre, faut compenser, quoi. Mais ça, c'est le producteur. Peut-être que tu as la réponse. Oui, je crois. Effectivement, tu disais, il y avait beaucoup cette histoire de NR sur le taux de TVA auprès du réseau. Il y a un taux de TVA 5,5 en France. Ouais, si on est à plus de 50% de NRR. Alors, je ne sais pas si dans la nouvelle réglementation thermique, c'est aussi le cas, mais il y a quelques temps, dans la RE 2020, ce qu'il y avait, c'était en fonction du contenu CO2 du réseau. Il y avait des dérogations sur la performance de l'isolation du bâti. Et si on était en gros sur des réseaux qui étaient très faiblement en carbone, on avait une dérogation sur le CEP max. Et typiquement, si on était à moins de 150 grammes, on pouvait faire plus 10% sur le CEP max, moins de 100 grammes plus 20, et moins de 50 plus 30%. Ce que ça voulait dire, c'était on autorisait finalement les constructeurs de bâtis à faire des bâtiments qui consomment un petit peu plus, parce qu'ils sont raccordés sur un réseau qui est plus vertueux. Merci. Autre question, réaction? N'hésitez pas. Non, pourtant on est sympathique, mais bon, bref, vous aurez peut-être d'autres questions. Moi, j'aurais quand même peut-être une question à vous poser, parce que vous donnez des exemples concrets. On a parlé de projet Métropole de Lyon, Le Havre. Est-ce que vous en avez d'autres pour nous aider à illustrer justement des réseaux qui se déploient et leur impact? Je ne sais pas, Margot ou Julien ou Cédric, comme vous voulez. Oui, enfin, il y en a plein partout. Nous, on travaille beaucoup sur donc la valorisation de chaleur industrielle vers des réseaux de chaleur. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on regarde beaucoup, c'est un certain nombre, les industriels qui, une fois qu'ils ont fait un petit peu le travail de chez eux, de ce qu'ils pouvaient valoriser, comment ils peuvent l'exporter, puis regarder ce qu'il y a autour. Soit il y a des réseaux de chaleur qui sont autour et on regarde comment on peut aller les connecter. Soit il n'y en a pas. Et c'est aussi une question de se poser, est-ce qu'il n'y a pas un potentiel de consommation parce qu'il y a une petite ville à côté? Il ne faut pas aller voir le maire pour dire, attendez, il y a une source, on ne peut pas faire quelque chose? Donc ça, c'est des projets qu'on voit beaucoup. Et en ce moment, alors tout ça, ça a quand même été beaucoup généré par ce qui s'est passé sur la crise énergétique. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur beaucoup de phases d'études en ce moment, beaucoup de phases d'études qui sont beaucoup subventionnées par l'ADEME. Donc c'est vrai que ça aide à passer la première étape de... ça ne coûte pas trop cher de se poser la question. Parce que quand vous faites ces projets, c'est long à faire, mais c'est d'abord long à germer, ça coûte un peu à étudier. Donc déjà, s'il y a des aides pour étudier, et ça permet déjà aussi à l'industriel de se dire, oui, je vais regarder, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on voit pas mal. J'ai un exemple en tête, et c'est triste, il faut aussi prendre des contre-exemples, dans le sens où nous, il y a un gros projet, on a un gros industriel dans le sud de la France qui avait 10 mégas disponibles. À côté de ça, on avait une petite ville, réseau de chaleur 100% gaz. Typiquement, le réseau de chaleur développé en après-guerre, qui n'a jamais été vraiment bien approprié ou depuis 30 ans plus vraiment approprié par la collectivité, qui en est quand même le responsable.
et qui n'a pas muté en fait, pas passé au bois dans les années 2000 comme beaucoup de réseaux, et qui se retrouve finalement un réseau c'est moins efficace qu'une chaufferie gaz dans chaque bâtiment, puisque vous avez quand même des pertes réseau. Dans un réseau qui a 50 ans, des fuites, qu'on se le cache pas, ça fuit un petit peu. Donc finalement une performance moindre sur un réseau 100% énergie fossile. Vous avez un industriel qui propose finalement une chaleur décarbonée, et vous avez des élus qui sont complètement tétanisés, qui du coup n'arrivent pas à se décider. Et qu'est-ce qui est en train de se passer ? Les consommateurs sont en train de fuir, parce que là ils ont vu finalement les consommations, enfin les coûts exploser. Et la collectivité n'organisant pas, qui est quand même son service public, finalement la mutation de son réseau, en plus avec cette opportunité, est en train de détruire son réseau. Alors en fait, donc les grands acteurs publics, même la CAF, etc., se barrent du réseau. Et donc, de plus en plus, le réseau, il tient sur de moins en moins d'abonnés. Donc c'est quand même une catastrophe. Et on voit que c'est là qu'on voit que la gouvernance publique, elle est quand même importante. Et il faut la garder dans le temps. Il faut penser résilience et finalement développement de son réseau dans le temps, parce que sinon, ça peut être aussi une catastrophe. Voilà, qu'on se le... C'est bien d'avoir des contre-exemples aussi, c'est une bonne idée. Cédric. Oui, du coup, pour essayer d'apporter 2-3 exemples, alors, un exemple qui va un peu justement dans ce que tu dis, mais dans l'autre sens plutôt, c'est effectivement certaines collectivités. Nous, on a pu bosser avec des opérateurs, notamment l'opérateur du réseau de chaleur de Grenoble, qui lui effectivement a une volonté de faire muter son réseau, qui est effectivement historique, il a été développé je crois dans les années 50, avec une volonté de le décarboner, d'intégrer de plus en plus d'énergie renouvelable, de travailler également sur son réseau où effectivement il peut y avoir des fuites, il va falloir le rétrofiter. Et donc du coup il y a beaucoup de travaux à faire là-dessus, on peut faire beaucoup d'innovations, il y a de la data, on peut analyser tout ça, identifier les localisations de fuites. Ils ont une forte volonté de faire évoluer le mix énergétique, donc d'intégrer de la biomasse. Ils ont travaillé avec des industriels pour récupérer de la chaleur fatale à tel endroit, et finalement de faire muter leur réseau. Et donc ils ont réussi à maintenir un tarif qui est quand même compétitif, donc les gens ne vont pas partir. Je crois que même l'année dernière, c'était un peu spécifique. Ils ont même reversé à tous leurs abonnés, je crois 50 € ou un truc comme ça, parce que vu qu'ils revendaient aussi de l'électricité sur le marché avec de la cogénération qui permettait de produire et de la chaleur sur le réseau et de l'électricité, vu que ça avait bien marché, ils ont pu redonner de l'argent à tous leurs abonnés, que tout le monde, les factures d'électricité ont augmenté de partout. Donc là, on voit que si effectivement il y a une volonté de planification et d'avancer, qu'on peut avoir finalement un réseau qui est quand même assez efficient. Après, 2-3 autres exemples, des réseaux qui peuvent se développer. Il commence à y avoir depuis maintenant 2-3 ans, ou même 5 ans, des réseaux de chaleur qui vont intégrer de l'énergie renouvelable type solaire thermique, avec des acteurs qui se sont mis sur le domaine pour fournir des solutions aux opérateurs un peu clés en main, parce qu'ils ne maîtrisent pas encore ces technologies. Et on se rend compte maintenant, il y a peut-être presque une dizaine de réseaux de chaleur qui intègrent de l'énergie solaire thermique. On se rend compte que c'était des solutions qui étaient très développées déjà dans les pays nordiques, notamment au Danemark et autres. Alors, les gens me disent souvent, est-ce que ça marche ou pas dans le nord de la France ? Je dis au pire, Strasbourg, c'est toujours le sud du Danemark, quoi. Donc en fait, il n'y a pas de souci. Il faut bien adapter les niveaux de température. C'est important, on ne va pas travailler sur des réseaux à très haute température. Mais effectivement, c'est des choses qui peuvent marcher. Et après, je pense également d'autres solutions qui se développent, qui arrivent petit à petit. Il y a un exemple de réseau qui se développe aussi à Nice Meridia, où ça va être des réseaux qui vont fournir et du chaud et du froid, avec du stockage également pour assurer le déphasage entre la ressource et la demande. Et je pense que c'est peut-être une question qui va se poser un petit peu à l'avenir, avec finalement les augmentations des températures. Est-ce que dans certains cas, il ne faudra pas faire de la clim, mais est-ce qu'il ne faudra pas apporter un petit peu des services pour faire un peu de rafraîchissement, éviter que tout le monde aille chez Casto et installe sa clim individuelle, parce que de toute façon, c'est ce qu'ils vont faire à un moment s'ils ont trop chaud. Et il ne faut peut-être pas se voiler la face. Et à un moment, se dire, est-ce qu'on ne peut pas avoir des solutions de free cooling, d'autres, ou des services à apporter finalement dans certaines zones où de toute façon, sinon les gens vont aller vers du froid. Donc ça, je pense que c'est un point important aussi à regarder à l'avenir. Je peux juste... Julien, peut-être juste pour compléter ça, par exemple, en Suisse, à Genève notamment, il y a un réseau qui existe déjà depuis des années et qui est en train d'être étendu, c'est Génilac. Donc c'est un réseau qui est sur le lac, qui à la base était principalement un réseau de froid. Mais justement maintenant avec des pompes à chaleur ou des niveaux de température plus bas, ils vont un petit peu le switcher pour faire chaud et froid. Donc c'est vrai que la question du réseau de froid, elle va devenir de plus en plus importante. Et là, les réseaux donc très basse température ou énergie
deviennent vraiment des opportunités pour fournir du free cooling, de la chaleur basse température aux différents acteurs, et c'est des choses qui sont de plus en plus développées. Après, malheureusement, très développées dans tout ce qui est nouveau développement immobilier, c'est beaucoup plus compliqué en rénovation. C'est là où malheureusement il y a le plus grand défi. Mais en soi, il y a beaucoup de choses à faire, et il y a quand même pas mal de choses qui se passent quand on a la volonté de le faire. Les choses s'accélèrent quand même. Julien. Oui, non, je voulais juste compléter, parce que c'est vrai qu'en y réfléchissant, on a beaucoup parlé de réseaux publics. Ce qu'on voit aussi, c'est les industriels, sur des zones industrielles, découvrir qu'ils ont des complémentarités entre eux, et que des réseaux privés entre industriels, sur une plateforme industrielle, ça peut avoir un sens. Nous, on travaille beaucoup on a un gros projet à Dunkerque avec Vercor, donc une gigafactory qui a besoin, pour s'installer à Dunkerque, il fallait une vapeur compétitive. Et bien, en fait, le travail avec du coup, la région et aussi la communauté urbaine de Dunkerque, c'était de voir est-ce qu'on pouvait fournir de la vapeur compétitive pour permettre à cet industriel de s'installer en France et pas aller dans un autre pays. Et en fait, c'est possible. On a été voir les gros industriels du coin, et en fait, ils avaient tous de la vapeur disponible quelque part. Sauf que les industriels, ils ont l'habitude de travailler sur leur scope. Ils ont déjà leur sujet à gérer. Ils n'aiment pas trop communiquer sur ce qu'ils font, sur leurs projets. Et donc, c'est assez difficile de mettre les choses en mouvement. Mais là, on va aller chercher chez 5 industriels de la vapeur pour fournir un autre industriel. On a comme ça sur Le Havre un autre projet entre 2 industriels. Et là, typiquement, on est sur des réseaux, des réseaux privés qui se développent. Il y en a un qui va fournir. Là, ça va être 5 qui vont fournir à un client. Voilà, et il y a un modèle économique avec un risque économique à prendre, avec un fonds d'investissement qui vient amortir les infrastructures, parce qu'il y a quand même 20 km de vapeur. Voilà, donc c'est des choses aussi qui peuvent apporter aussi de la résilience et de la performance économique au monde industriel. Il y a un certain nombre de zones industrielles, et d'ailleurs qu'on pousse un petit peu à travailler ensemble. Quand je dis on, c'est l'ADEME notamment, avec un programme qui s'appelle ZBAC, Zone industrielle bas carbone, où en fait on se rend compte qu'il y a des synergies à organiser. Et donc c'est aussi des nouvelles gouvernances de distribution énergétique sur des zones industrielles qui sont à penser, quoi. Bien, j'aurais encore plein de questions à vous poser parce que je trouve ça personnellement très intéressant, mais mon rôle d'animateur m'incombe aussi de gérer le temps, on l'a un peu dépassé. En tout cas, un grand merci pour votre présence. N'hésitez pas, le salon continue, d'autres conférences, d'autres stands à visiter. Merci à nos intervenants, bonne journée à tous et bon salon du coup. Merci. Merci. Peut-être juste un petit mot, s'il y en a qui veulent récupérer, on a parlé beaucoup d'abaissement de température et on a travaillé sur un petit guide à communication du grand public qui sera disponible bientôt sur le site de l'ADEME en téléchargement. C'est ma collègue qui est là, Delphine, qui a beaucoup travaillé dessus, et j'avais mis quelques petits exemplaires en version provisoire au fond si vous voulez les récupérer. Et voilà, il sera disponible sur le site de l'ADEME d'ici quelques semaines.